Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, c'est Xavier Teichmann pour Respect et j'espère vous apporter une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Fabien Gillard. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors avant de te demander de te présenter, je voudrais simplement expliquer à nos auditeurs pourquoi on t'interviewe aujourd'hui. Eh bien tout simplement pour le projet que tu portes à Uccle Sport, qui est le projet Hockey Together. Je ne vais pas en dire plus, tu vas nous expliquer ça après, mais avant ça, présente-toi à nos auditeurs. La question habituelle, qui es-tu, Fabien ? Eh bien, donc, je suis Fabien, j'ai 42 ans. Ma formation de base, c'est que je suis juriste. Mon métier principal, c'est d'enseigner le droit dans une haute école à Tournai. Mais ceci est assez loin du projet Hockey Together. Je suis par ailleurs papa de 2 enfants, Elliot et Mano, 14 ans et 12 ans. Et la particularité de mon parcours, c'est que la vie a fait que Mano, mon fils aîné, est porteur de handicap. Le handicap est quelque chose qu'on découvre sans forcément s'y attendre. On a découvert le jour de sa naissance qu'il y avait un problème particulier qu'on a pu identifier plus tard. Mais ça m'a plongé dans ce chemin parallèle, cette réalité parallèle qui est comment on chemine avec un enfant qui a un handicap. Et c'est ce cheminement-là qui m'a conduit un moment dans le domaine du hockey, qui est un domaine qui m'était complètement étranger, et puis qui m'a donné quand même envie de m'impliquer pour, au départ, permettre à des enfants porteurs de handicap de pratiquer un sport. Et puis c'est allé beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Mais donc, en 2 mots, mon parcours, c'est ça. C'est un juriste qui a un enfant porteur de handicap et puis qui décide de faire quelque chose avec ça. Ok, et oui, justement, le hockey, on en parle. Pourquoi finalement le hockey, alors qu'à la base, j'ai l'impression, donc j'ai été un petit peu regardé sur les réseaux, etc., et je te vois plus comme musicien, bassiste même, je pense. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, mon loisir principal, c'est la musique. Je suis bassiste depuis très 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 longtemps, mais plutôt autodidacte, et j'avais pas du tout la vocation ou le sentiment d'avoir la capacité d'enseigner la musique, et encore moins de l'enseigner à des enfants ayant des difficultés. Et puis le hasard a toujours fait que les pas de mon autre fils l'ont conduit vers le hockey, et dans le club dans lequel il est arrivé par hasard, il y avait une cellule Hockey Together. Et donc, l'opportunité s'est présentée pour nous de mettre nos 2 fils dans une activité sportive dans le même club, ce qui, en termes d'organisation, était très facile. C'est plus pratique, effectivement. Ouais. Tous les clubs ne le font pas. À l'époque, il y en a encore moins qu'aujourd'hui qui le faisaient. Et donc, c'est vraiment avec cette idée d'avoir une activité familiale regroupée dans une activité, pour qu'aussi ces 2 frères puissent partager des choses, que Elliot a suivi la voie classique de la formation au Wellington, parce que c'est du Wellington dont il s'agit, et que Mano a pu faire du hockey aussi, dans un environnement adapté. Et comme l'idée c'était que chaque participant de hockey player doit être accompagné d'un parent, mon horaire me le permettant, c'est moi qui ai principalement accompagné Mano sur les terrains. J'ai fait la connaissance de la personne qui l'encadrait, et puis voilà, les choses se sont mises comme ça de fil en aiguille. Donc de fil en aiguille, tu accompagnes Mano, tu sympathises avec les personnes qui encadrent, et c'est comme ça que ça commence, c'est ça ? C'est comme ça que ça commence, et c'est comme ça en tout cas que je perçois le sens de cette activité, qui est pas juste mettre des gens avec un stick et une balle et faire des activités adaptées. Et donc je perçois ce sens, et puis en fait tout ça est beaucoup une histoire de hasard. Les hasards et les coïncidences font que notre parcours au Wellington s'achève, et que Nicolas Dassonville, président d'Uccle Sport, me fait une demande qui est de venir implémenter Hockey Together dans son club à lui où le projet n'existe pas. Et donc j'embarque mes 2 fils, et je crée Hockey Together. Enfin, j'implémente Hockey Together à Uccle Sport avec un autre nom. Le projet à Uccle est labellisé Sport Together, qui est en fait un projet qui a 2 variantes. La première variante, c'est le handisport, donc vraiment la filière Hockey Together, activité centrée sur les enfants porteurs de handicap, et un volet social. Parce que Uccle Sport, quand on connaît un peu la géolocalisation, c'est un écrin de hockeyeurs dans un quartier qui est relativement populaire. Et l'idée, c'était de décloisonner les choses et de parvenir à amener ces enfants du quartier sur les terrains de hockey. Et donc moi je pilote pour Uccle Sport ce projet Sport Together avec un volet handisport et un volet social.
C'est ça, donc il y a une mixité totale dans ce projet. C'est vraiment ça la différence, alors, si je comprends bien. L'ADN de ce projet-ci, c'est sa mixité, d'une part sociale, et puis au niveau de Hockey Together, ce qu'on a toujours voulu en accord avec Hucle Sport, c'est vraiment faire un projet qui soit mixte, c'est-à-dire de mettre ensemble sur un terrain des enfants porteurs de handicap et des enfants valides, pour qu'il y ait vraiment une rencontre mutuelle. C'était pas juste, comme ça arrive parfois, créer une cellule qui permette à des enfants porteurs de handicap de pratiquer entre eux. L'idée, c'était de leur permettre de pratiquer avec des valides, pour vraiment que eux ne soient pas dans une forme d'activité ghetto, même sportive, même très valorisante et très chouette, mais qu'ils soient au contact d'enfants non porteurs de handicap, oui. Et puis que les valides puissent se rendre compte que le handicap, c'est en fait pas un problème. Ce qui m'a frappé dans mon parcours, et qui continue à me frapper, c'est qu'en fait, sauf si on a un parent ou dans la cellule familiale quelqu'un qui est handicapé, on n'entre jamais en contact avec des personnes porteuses de handicap dans nos parcours scolaires. Par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas créé ou mis au programme des parcours scolaires ou des programmes scolaires. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont une espèce de peur du handicap, mais parce que c'est une peur de l'inconnu, comme toutes les autres peurs de l'inconnu. Et je me suis dit que ces enfants-là gagneraient beaucoup à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de problème. Il y a une différence, mais qu'elle n'est pas problématique. Et donc, c'était vraiment cette idée d'enrichissement personnel réciproque qui m'a conduit à développer ce projet en mixité. Ben super, enfin, génial, parce que ça vit maintenant depuis combien de temps, ça, à Hucle ? Alors, à Hucle, moi, j'en suis à ma 5e année, enfin, j'approche sur la 5e année. On a commencé à 5, je pense. Et puis là, maintenant, on est au quotidien une 12aine. Ah oui, quand même. Donc, tous les mercredis, ensemble à 12 sur le terrain. Mais alors, ce qui est la plus grande réussite de ce projet-là, à Hucle Sport, ça c'est ma plus grande joie personnelle, c'est qu'on est, je pense, le seul club à faire des stages d'une semaine, oui. Qui sont devenus l'année passée pour la première fois des stages en internat, où on a 50 enfants. Ah, c'est chapeau, ça. 50 jeunes pendant une semaine, ensemble sur le terrain, avec 10 à 15 encadrants, parce qu'il faut que chacun se développe personnellement. Il y a de la mixité, mais tous les moments ne sont pas en mixité. Et avec la possibilité pour une quinzaine d'entre eux de dormir sur place, sur site, et donc de partager. Alors là, on est dans le partage de la vie. C'est on se lève, on fait sa toilette, on mange, on se déplace sur le site, on joue, on fait des activités le soir, on gère la peur d'aller dormir, on gère tout ça dans une mixité complète. Je crois que, honnêtement, c'est une des plus belles expériences humaines de ma vie. Oui, mais en tout cas, nos auditeurs le percevront sans doute dans ta voix, mais ne te voient pas. Moi, je te vois. Ouais. Je vois le sourire que tu as et les yeux qui pétillent, et je trouve ça assez extraordinaire. Donc, oui, chapeau. Mais du coup, ça fait sens avec la question que j'allais te poser. C'est, oui, qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout ça ? Qu'est-ce que ça t'apporte finalement, outre cette joie que je vois sur ton visage ? En fait... Alors, c'est très sensible. Il ne me voit pas, mais le visage change. Là. Ouais. Ça me donne confiance dans la vie. C'est-à-dire que quand on est parent d'un enfant porteur de handicap, on vit éternellement avec cette question du « il se passe quoi ? Si ça s'arrête, il se passera quoi quand je ne suis pas là ?» Et puis, quand je vois cette forme de bienveillance spontanée qui lie ces enfants, on peut se dire « mais en fait, ça va aller ». Ça va aller parce qu'il y a des gens sur Terre, comme ça, jeunes ou moins jeunes, qui sont prêts à s'occuper d'autres. Et donc moi, ça me donne une confiance dans la vie, une confiance dans l'avenir, même si évidemment c'est un point très sensible de se dire, en fait, quand on regarde ces enfants évoluer ensemble, après une journée, ils ne voient plus de différence. Ils sont là, spontanément, ils s'entraident, ils comprennent qu'il y a un enrichissement personnel, et donc en fait, je peux me retirer, le truc fonctionne sans moi. Ça continue. C'est ça. Et ça, je crois que c'est... ce que ça m'apporte, mais comme j'ai tendance à l'oublier, chaque fois que je reviens, ça me le rappelle, et puis je crois qu'un jour, je finirai par ne plus l'oublier, mais ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Ça soulage aussi, je pense. Beaucoup. Ouais, je comprends pas dans le sens où je ne le vis pas, mais une autre personne très proche de moi qui a un enfant aussi qui est porteur de handicap me disait, tu sais, moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de déconner parce que... voilà, je dois être présent et je peux pas m'en aller parce que mon enfant a besoin de moi. Et quand tu racontes ça, je pense que ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes, quoi. Donc, mais chapeau pour ça en tout cas. Parce merci beaucoup. C'est une très belle aventure. Si tu pouvais recommencer le projet au début, parce que ça fait 5 ans maintenant, ou même peut-être plus loin, au Well. Parce que ça, c'était... Alors, on remonte à plus qu'à 5 ans, je pense, si c'est le Well. Oui, bien plus. Voilà, 10 ans, voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, et si oui, lesquelles ? Alors, je peux pas trop me permettre de dire ce que je changerais au Well parce que c'est pas moi qui pilotais le projet. Oui, bien sûr. Mais je crois que déjà, là, sur le principe, en fait, je changerais pas le fait d'y aller. Ça, je voudrais pas être entré par une autre porte. J'ai appris de la personne qui s'appelle Étienne Bocken, qui gère ça depuis des années avec une envie incroyable. J'ai beaucoup appris en le regardant. Maintenant, quand je suis arrivé à Uccle Sport, qu'est-ce que j'aurais changé ? J'aurais changé peut-être ma demande sur le terrain qu'on nous attribue. On a un tout petit terrain qui est très bien parce qu'il est très très sécurisé, mais je pense que le projet pourrait plus faire son chemin, même dans l'esprit de ceux qui ne le pratiquent pas, si on pouvait pratiquer de manière plus centrale, plus encore parmi les autres. Sur les grands terrains. Ouais, sur les grands terrains. Parce que je pense qu'à un moment, les enfants ressentent quand même qu'on est un peu sur le petit terrain à côté. Alors, il est très adapté. Je dis juste que de manière symbolique, pour être plus vu, pour être sûr que les membres du club comprennent que leur club s'implique aussi dans cette dimension-là, peut-être nous rendre plus visibles. Je comprends tout à fait ce que tu dis, et pour nos auditeurs, je vais juste expliquer, c'est qu'à Uccle Sport, il y a 2 grands terrains, et puis il y a un terrain d'entraînement sur le côté, qui est là où les enfants vont jouer, etc., et que du coup, de jouer sur un des grands terrains, ça donnerait plus de lumière, ou plus aussi de peut-être de joie aussi aux enfants, de jouer sur le grand terrain, tout simplement. Oui, et je le dis avec d'autant plus de certitude que quand ils sont en stage, ils sont sur les grands terrains. Et que quand on les voit passer la grille de ce terrain, arriver, voir le cercle, là, quand je les vois, j'ai le sentiment qu'ils se disent « Ah ouais, ici, on est encore une dimension au-dessus. C'est plus sérieux. On est sur le grand terrain, quoi. On est important. » J'y suis. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je peux être sur ce terrain-là. Et donc ça peut-être. Après, il y a tellement de membres, et je comprends, je n'ai jamais fait un problème, d'ailleurs ce n'en est pas un, mais je me dis peut-être pour eux, le regard qu'ils ont sur eux, être plus souvent sur ce grand terrain, c'est peut-être une demande que je formulerai. Sinon, pour le reste, je ne peux que souligner la très grande bienveillance dont le club a toujours fait montre à notre égard. Ils ont toujours été bienveillants, à l'écoute, on a toujours eu notre place, et donc... Mais j'espère en tout cas que ça va continuer comme ça, et que ça va continuer à se développer, parce que évidemment, là maintenant, on enregistre en période de confinement. Oui. Vous pouvez il y a des enfants plus jeunes, donc ils peuvent continuer ou C'est pas ? ça. Alors, c'est une satisfaction et un crève-cœur, c'est-à-dire que on continue, mais on continue dans le respect des règles sanitaires, en tout cas celles qui s'appliquent au hockey, c'est-à-dire que je ne peux continuer qu'avec ceux qui ont moins de 12 ans. C'est ça. Ce qui fait que j'exclus une partie des enfants. Alors, ils ne sont pas très nombreux à avoir plus de 12 ans, mais quand même, dans un projet qui est censé être inclusif, devoir dire à 2 ou 3 d'entre eux, pour vous c'est fini jusqu'à ce que ça aille mieux, c'est compliqué. Mais donc pour le moment on trouve des palliatifs, parce que si l'entraînement a lieu le mercredi, je fais un entraînement spécial pour les autres le samedi. Enfin, on va mettre ça en place à partir de cette semaine, mais ça reste eux sans les autres. Donc, donc c'est pas tout à fait pareil, mais au moins ils peuvent. C'est ça, eux seront contents, je pense que ça leur fera du bien de faire du sport. C'est clair. Mais ça reste séparé de la logique de base du projet, quoi. Ouais. Espérons que ce soit vite derrière nous tout ça. Donc oui, moi j'ai une autre question. C'est les questions un peu traditionnelles qu'on pose à tous nos invités. Comme ça aussi les auditeurs reconnaissent une certaine structure. Quels sont les modèles, enfin les personnes qui t'ont inspiré dans ta vie ? Enfin, je ne sais pas s'il y en a ou dans ma vie, carrément. Donc pas juste ta longue vie de 42 ans. Pas juste dans le projet. Ça peut être dans le projet, parce que voilà, mais ça peut être peut-être. Voilà, je prends toujours cet exemple pour certaines personnes, une figure très inspirante, ça a été peut-être Martin Luther King ou quelque chose, ou bien un père ou un frère, une sœur. Non mais je vois bien, mais on est limité à combien ? Parce que moi j'en vois 4. Écoute, je vais faire très vite. Le premier, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Étienne Bocken. Parce que il a initié ce projet d'inclusion, enfin de travail avec les personnes handicapées à Wellington. Alors, on a pu avoir des manières d'appréhender ou d'approcher la pratique du hockey pour les personnes handicapées différentes. Ce que je dois reconnaître qui est fou en lui, c'est qu'il le fait alors qu'il n'a pas de proches concernés. Il ne le fait pas pour entraîner son fils. Moi, je le fais pour accompagner le mien. Je ne peux pas garantir aujourd'hui que dans 10 ou 15 ans, s'il me dit « j'arrête », mon enthousiasme sera aussi profond. Je l'espère de tout cœur, que c'est pas lié à lui. Mais lui, il fait ça comme ça, de manière totale et absolue, alors qu'il n'est pas là pour être avec son fils ou un cousin ou un oncle qui est porteur de handicap. Donc ça, je suis très très admiratif de cette implication complètement désintéressée chez lui. Ça m'a très fort impressionné. C'est rare.
En 2 et 3, très sincèrement, mes 2 fils. Mano, parce que il faut s'imaginer, alors je peux pas le décrire comme ça en quelques mots, il a une déficience visuelle, il a une hypotonie au niveau des jambes, enfin une des 2 jambes, une hypotonie au niveau d'un des 2 bras, et donc il faut juste se mettre en place que le quotidien est un peu compliqué. Pas très compliqué, mais un peu. Peut-être expliquer quand même ce que c'est l'hypotonie. Ouais. Parce que... L'hypotonie, c'est simplement un déficit de tonus musculaire. C'est ça. Donc c'est comme si vous aviez une jambe toute mince et puis l'autre plus musclée, et puis l'inverse au niveau des bras. On rajoute à ça une petite déficience visuelle, et puis on met un stick et une balle. Ça pourrait être infiniment compliqué. Et quand je vois parfois des joueurs des filières classiques qui s'énervent quand ils n'arrivent pas à faire un geste technique au hockey, moi je vois ces enfants qui ont des difficultés structurelles, qui parviennent à aborder la pratique de ce sport très exigeant, parce que quand même le hockey c'est vraiment pas simple au niveau technique, toujours avec le sourire, avec une espèce de joie de le faire, qui est toujours supérieure aux contraintes qu'on peut ressentir en le faisant. Et alors moi je connais peu de gens qui ont toujours, en toutes circonstances, cette capacité à se réjouir de faire au-delà des difficultés qu'il y a à le faire. Alors lui, il me scotche pour ça, donc je trouve ça très très inspirant. C'est une belle leçon déjà. Son frère, parce que son frère, lui, depuis qu'il a 3 ans, il est en contact avec des enfants porteurs de handicap, et depuis qu'il fait 1 mètre, il est là avec des gens, quel que soit leur handicap, sans aucune appréhension. Et je trouve que cette capacité à être confronté de manière continue à des profils différents, parce que le handicap c'est très pluriel quand même, des enfants porteurs de trisomie, d'autisme, des déficiences mentales plus ou moins profondes, et lui il a réussi à se glisser dans ce milieu, dans cette réalité très particulière, avec toujours beaucoup de bienveillance et d'accueil des autres. Alors la capacité d'accueil n'étant pas forcément la qualité première de tout le monde, je trouve qu'un enfant comme ça qui vous dit mais écoute, quoi qu'il arrive, je serais heureux de rencontrer quelqu'un et de faire du hockey avec lui, ça m'inspire beaucoup. Et puis, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, la musique, moi je suis un grand fan devant l'éternel de Marcus Miller. Marcus Miller, c'est un bassiste, un jazzman, qui a été à l'origine le bassiste de Miles Davis. Oui. Et il a accompagné Miles Davis pendant 10-15 ans, et à un moment de sa carrière, il a dit « Miles m'a donné ma chance quand j'avais 17 ans, j'ai fait ma carrière, maintenant je vais utiliser les 20 dernières années de ma carrière à moi pour donner une chance aux jeunes. » Et donc il ne s'entoure plus sur scène, non pas de musiciens confirmés, mais de jeunes musiciens pour qu'ils puissent les lancer dans une carrière. Et je trouve que cette idée de réciprocité, de dire je vais essayer de rendre ce qu'on m'a donné, est quelque chose qui force l'inspiration, parce que parfois on reçoit, et puis une fois qu'on a reçu, on n'est pas forcément disposé à mettre en place la même logique. Et lui, je le trouve admirable pour ça. C'est très puissant, hein, le renvoi d'ascenseur, effectivement. Ouais. C'est admirable, parce que c'est assez rare aussi. Hein. On a plutôt tendance à prendre, et puis donc le fait de le faire en plus consciemment... Oui, avec cette mémoire. Je l'ai reçu. Je n'oublie pas que je l'ai reçu. Et donc, Marcus Miller. Marcus Miller. Marcus Miller. Mais tous les noms que tu as cités, on les mettra dans... Parce qu'on fait aussi un article de blog. C'est des choses qu'on se dit peut-être en off ou quoi, qui ne seront pas audibles. Et donc, moi, j'invite les auditeurs aussi à aller sur le site rspct.io, aller voir l'article, et là on va mettre le nom des personnes à l'honneur et quelques liens. Voilà. Super. Donc oui, aussi une question, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre le Hockey Together ou qui trouvent ce projet, qui disent tiens, j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice, comment ils font? Il y a un lien sur le site du Club Sport ou c'est toi qui contactes ou... A priori, s'ils vont sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, pas de publicité, et qu'ils tapent Hockey Together, il y a un site dédié. Et ce site relaye tous les clubs dans lesquels il y a une structure Hockey Together. Donc en fonction de l'endroit où la personne habite, il y a moyen de s'orienter. Après, il faut savoir qu'en fonction de leur historique, les clubs ont plutôt des pratiquants âgés, voire adultes. Moi, j'ai plutôt des jeunes. Oui. Et donc aussi en fonction de l'enfant, son âge, son type de handicap, il y aura tel ou tel club qui sera plus facile à joindre. Donc je dirais que le premier réflexe, c'est aller taper Hockey Together. S'il y a des auditeurs qui sont plus succois, eux, ils peuvent aller sur le site du Club Sport. Là, notre projet est référencé. Et sinon, ils peuvent m'envoyer un mail directement. Okay. Je ne sais pas si tu mettras l'adresse. Si tu veux qu'on la communique, si tu es d'accord de la communiquer, on la mettra sur l'article. Oui, avec, comme ça, les personnes peuvent t'envoyer un
mail s'ils ont un intérêt ou s'ils ont envie de démarrer aussi peut-être une structure et de voir comment ça se passe. Enfin, on ne sait jamais, ça peut faire des belles choses. Ça fait des belles initiatives. Ouais. Oui, par la force des choses, tu es enseignant, donc tu disais c'était peut-être le côté plus pratique pour pouvoir t'occuper de ça et d'aller au hockey avec les 2 enfants, etc. Mais je vois quand même que d'un côté tu es enseignant, tu fais de la musique, tu portes le projet Hockey Together, donc tu as quand même une vie bien remplie. Oui. Est-ce que tu as des petites routines ou est-ce que tu as des petits trucs qui font pour garder la pêche, quoi, que tu peux partager avec nous? Pour garder la pêche. Oui. En tout cas, pour mettre tout ça, pour que les journées passent, quoi. Ah oui, alors les 2 questions sont différentes, mais donc je vais essayer d'apporter 2 éléments. Sans vouloir passer pour un mystique, moi j'ai été très très impressionné par la lecture d'un bouquin qui s'appelle Les Accords Toltec, en haut, dont le 4e qui fait en fait c'est des propositions pour mieux vivre, globalement, mieux vivre son quotidien et notamment éviter les conflits. La 4e proposition est de toujours faire de son mieux. Et faire de son mieux consiste essentiellement à faire des choses avec lesquelles on est en phase. Et en fait, je n'ai jamais beaucoup de difficultés à aller à Hockey Together ou dans mes différents projets parce que j'ai choisi de faire que des trucs qui me nourrissent, que j'aime profondément. Et donc, je dis parfois à mes étudiants, vous savez, en 15 ans d'enseignement, il n'y a jamais un jour où je me suis levé en me disant « j'ai pas envie d'y aller ». Il n'y a pas un entraînement Hockey Together où j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'aime ça profondément et je sais qu'en y allant, je vais recevoir. Ça, pour moi, c'est la clé. C'est s'engager dans des disciplines, des activités où on ne va pas que pour donner, parce que ça, je pense qu'à un moment, ça fatigue. Mais moi, quand je rentre chez moi après avoir vu mes étudiants, après une séance Hockey Together, j'ai reçu plus que j'ai donné. Et donc, ça me nourrit systématiquement. Donc ça, je crois que c'est une bonne clé. Et dans le projet Hockey Together, plus particulièrement, ça me permettra de faire un clin d'œil, j'ai décidé de me faire aider. Et j'ai des perles. Enfin, c'est incroyable à dire. Je me suis mis dans une idée de délégation. Et il y a plusieurs jeunes du club qui se sont inscrits de manière durable dans ce projet et qui, du haut de leurs 14, 15 ou 16 ans, prennent des responsabilités pratiquement d'adultes, mais avec une constance et une bienveillance, moi qui pousse mon ami. Ouais, c'est incroyable de me dire, je peux ne pas y aller. Ils seront là. Donc si j'ai un empêchement de dernière minute, je sais qu'ils sont là et me dire que ça a été transmis, c'est déjà quelque chose de très rassurant parce que mon objectif maintenant pour les quelques années qui viennent, c'est en fait de désindividualiser le projet. C'est-à-dire, je ne veux pas que Hockey Together à Uccle Sport, ce soit moi. Je veux que le club existe avec un projet et que le jour où j'y serai plus, ça n'affecte pas la confiance des gens, leur envie de venir, leur plaisir de venir. Et donc, je continuerai à le piloter parce que je compte pas me retirer. Mais je me dis que c'est jamais très sain qu'un projet tienne exclusivement par l'identification à un porteur de projet ou à une personne. Et donc, j'essaye vraiment de plus mettre dans la lumière les jeunes qui m'aident, de leur faire comprendre qu'un jour, ils devront peut-être le porter tout seuls, pour pas les prendre de surprise non plus un jour en disant « je me barre, démerdez-vous », et qui se sentent responsables si jamais ça devait se planter. Et donc voilà, ça je crois que c'est des bons tips, d'avoir cette conviction qu'on n'est pas irremplaçable et créer déjà l'après, sans savoir quand il viendra, et faire que des choses qui nous apportent. Mettre en place le process qui fait que ça va continuer et que ça va rouler. Ouais. C'est un bon tip, ça. C'est un bon tip, ça, effectivement. Je voudrais savoir aussi, oui, un livre, tu en as parlé, les accords Toltec. Ouais. Mais s'il y a un autre livre ou une émission ou un podcast que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent. Donc tu as dit les accords Toltec. Les accords Toltec, ouais. Ça, on le mettra dans le podcast, dans le blog, pardon. Je dirais changer d'altitude. Changer d'altitude. De Picard, qui a initié le projet Solar Impulse et qui traduit toutes les difficultés qu'il a eues à mettre en place ce projet, mais aussi qui explique aux gens que c'était un projet complètement irréalisable. C'est-à-dire quand il l'a présenté, il n'était pris au sérieux par personne. Et cet impossible est devenu possible, à la force de son travail et de sa conviction. Et j'aime bien cette idée que les convictions sont plus fortes que les limites. Ce type, il a cru en son projet, il l'a fait, et quoi qu'on lui ait dit,
il a été au bout de son idée en ayant la certitude que son idée permettrait de dépasser les limites. Et il l'a fait. Alors c'est un petit bouquin, mais je trouve qu'il est prodigieux d'enseignement parce que parfois on a tendance à se dire que malgré toutes nos convictions, on n'arrivera pas parce que les limites sont plus fortes. Et lui, il démontre par A plus B que faire voler un avion autour du monde à l'énergie solaire, c'est faisable. Et donc je trouve que ce bouquin est vraiment très inspirant. Et c'est changer d'altitude. Changer d'altitude. Changer d'altitude. On le mettra aussi le lien parce que ça a l'air d'être aussi un chouette livre avec des bonnes valeurs. Oui. Et tu m'avais dit, tiens, est-ce que tu penses à des personnes qui auraient leur place dans le podcast? Alors lui, il aurait bien sa place là, mais je crois que sa renommée est déjà largement faite et qu'il est très inspirant pour beaucoup de monde. Je pense. Si on pouvait l'avoir dans le podcast, ce serait très bien. Hein. D'ailleurs, on peut l'inviter. On peut envoyer une invitation. Il n'y a pas de raison. Voilà, exactement. On se met pas de limite non plus. Non, voilà. Il faut pas. Et alors, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? J'ai cherché. Sur celle-là, j'ai cherché parce que, évidemment, j'en ai parlé avec mon épouse. Et j'ai dit, tiens, je vais aller faire cette émission. Il est question de devoir réfléchir sur une citation. Elle me dit, tu vas pas venir avec soyez le changement que vous vouliez pour le monde. Et c'était celle-là que j'avais choisie. Je me suis dit, ok, Gandhi, un peu bateau, mais très vrai. Donc j'en ai cherché une autre. Alors, je l'ai trouvée. C'est une phrase de Sénèque. Alors, stoïcien de l'Antiquité, qui nous dit, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Alors, je vais l'expliquer la phrase. Oui, je pense que c'est nécessaire. Je vais l'expliquer, parce que c'est assez puissant. Hein. Donc, il dit, quand tu auras désappris à espérer, ce qui peut sembler très bizarre, d'inciter les gens à arrêter d'espérer. En fait, pour comprendre la phrase, il faut savoir qu'il est stoïcien. Les stoïciens disaient que une bonne attitude consistait à arrêter d'espérer d'attendre que le meilleur vienne du futur et arrêter de désespérer sur le passé. Cette idée, le seul moment qui existe vraiment, c'est le présent. Eh bien, dans ce projet OK Together, je me suis très vite rendu compte que si je continuais à attendre que les pouvoirs publics prennent le relais, fassent des choses, initient des projets, je serais mort. Il se passerait rien. Et la deuxième partie de la phrase, je t'apprendrai à vouloir. Pour lui, vouloir, c'est agir dans le présent. Et donc, en gros, cette phrase dit arrêtons d'attendre que quelqu'un d'autre fasse les choses mieux que nous demain et faisons-les nous-mêmes très correctement aujourd'hui. Et je me rends compte dans ce projet que au-delà des politiques publiques qui nous disent que la personne handicapée est importante, que l'intégration par le sport c'est important, nous ça fait 2 saisons qu'on ne reçoit pas un bal de subsides, et que si on devait attendre les subsides pour le faire, on ferait rien. Alors il suffit de passer un message sur la page du club en demandant si personne a un vieux stick, quelques balles, est-ce qu'il y a des volontaires, et en fait sans subside on le fait, et que si on avait décidé d'attendre, le projet n'existerait pas. Et je crois que c'est beaucoup mieux de se dire je peux faire quelque chose aujourd'hui, et qui aura de toute façon plus de qualité que quelque chose qui n'existe pas. Et je crois que cette idée d'attendre... Alors, si j'ai bien compris en regardant le podcast, il n'y a pas de volet politique. Non, il n'y a pas de volet politique. Mais je pense vraiment aujourd'hui que le moteur du changement social, c'est les gens. Je crois vraiment qu'on est dans une période où on a plus des politiques globales qui sont de gestion, plus de grandes visions, et que donc les gens, eux, ils ont des visions. Bien sûr. Et je crois qu'un truc important que je voudrais partager... c'est de se dire, si vous avez une vision, même si elle est à un petit niveau, avec 4-5 personnes, il vaut mieux mettre en place sa vision que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Mais c'est très riche d'enseignements et cette citation est puissante parce qu'au fait, c'est tout l'intérêt de ce podcast. C'est ce que je t'expliquais en off, c'est qu'on veut mettre la lumière sur les personnes dont les actions ont une influence positive sur la société. Et finalement, c'est ça. On peut désespérer que les choses n'arrivent pas. C'est pas pour ça qu'elles vont arriver. À un moment donné, il faut le faire soi-même. Et voilà, toutes les personnes qui viennent, qu'on invite dans ce podcast et qu'on interviewe, sont des personnes qui ont décidé de se bouger. Et vous faites partie de cette équipe des gens qui se bougent, alors sur des volets différents. Voilà, toi c'est le OK Together. Il y a enfin, vous avez bien entendu les invités précédents, vous pouvez relier aussi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous donner un nom, on a réfléchi à ça. Et il y a un article d'ailleurs qui l'explique très bien sur notre site, c'est les influacteurs. C'est en agissant, vous influencez positivement la société. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre à notre petite échelle, quoi. Ouais. Et si ce podcast peut permettre
parce que tu viens de le dire, amener un stick, amener une balle, et si ce podcast peut apporter quelque chose à Hockey Together, ce sera tant mieux, et j'espère que des personnes en écoutant ça pourront revenir vers toi ou vers le projet pour peut-être apporter leur aide, et pourquoi pas aussi l'aide financière s'il y a besoin. Il y a peut-être des gens qui se disent, moi j'ai envie d'aider, quoi. Donc l'appel est lancé en tout cas. Tout à fait. Alors, oui, voilà, on arrive à la fin. Oui. On arrive à la fin du podcast, même si je continuerai bien cette conversation avec toi parce que c'est très agréable et je suis en fait véritablement, sans aucune flagornerie, très impressionné de ce qui a été fait en fait. Donc je voudrais te remercier d'être venu, de t'être prêté au jeu de ce podcast. Tu fais partie de l'équipe de ceux qui se bougent. On a prévu un polo. Ouais. Avec le Covid, il n'est pas encore là, mais on te le fera parvenir d'office. On a bien capté, c'est du XL. Oui, c'est ça. C'est du XL. Et on viendra prendre une photo, ou bien tu nous en enverras une. Avant de se quitter, je voudrais te poser cette question. Tu as un petit peu déjà répondu à ça, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour le futur ? Ça, c'est une bonne question. Tiens. Justement, un peu les stoïciens. Oui, de ne pas en attendre trop. Je dirais peut-être simplement en fait, que rien ne change. Je trouve que je ne suis pas en recherche d'une amélioration ou d'un projet qui grandisse, justement que ce projet puisse continuer à vivre le mercredi, pendant les stages, avec la même bienveillance. Je crois que... mais peut-être, je vais préciser. Je trouve que cette crise a un impact très fort sur la confiance que les gens ont dans le quotidien, dans la vie. C'est ça. On est fort isolés. Les perspectives d'amélioration reculent chaque fois. Je crois que ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'au final, la confiance que les gens ont dans la vie ne soit pas altérée. Et que la confiance que les gens ont dans la pratique du sport, dans la rencontre de l'autre, que tout ça reste premier et soit pas supplanté par une espèce de tristesse, de démission par rapport au quotidien. Ça, ce serait très bien. C'est tout ce qu'on souhaite également. Voilà. Donc, voilà, comme je te disais, le polo, on te l'enverra. On va se quitter ici. Je te souhaite le meilleur. Aux auditeurs aussi, je vous souhaite le meilleur. C'était Xavier Teichmann pour Respect et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, avant de finir complètement, je voudrais... je t'en prie, vas-y. Ouais. Je voudrais quand même dire que si j'étais la cheville ouvrière de ce projet... je t'ai dit que j'étais influencé et inspiré par 2 de mes fils. Je ne peux pas ne pas inclure mon épouse dans la réflexion parce que je suis la cheville ouvrière, parce que le hasard veut que mon métier m'a donné le temps pour le faire. Mais sans elle, j'aurais pas fait un pas dans ces directions parce qu'elle m'a toujours soutenu, on en a toujours parlé. Elle est aussi impliquée que moi. Il y a juste que c'est moi qui pour le moment fait parce que j'ai le temps de le faire. Et donc, c'est très très important aussi de dire que je fais pas ça seul de mon côté. Il y a mon épouse qui est avec moi dans tout ce que je fais. Mais voilà, c'est moi qui ai les baskets, mais il y a 2 cœurs qui font ça quand même. Ok, écoute, super. Et elle t'entendra. Et j'espère. Elle entendra que c'est grâce à son soutien que tout ça est possible aussi. Super. Merci. Merci à toi. Au revoir, Fabien. Au revoir. Cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.